Super entrée en matière. Peut-être allumer la lumière parce que je crois qu'on voit pas mon visage. Salut à tous, on se retrouve pour la suite de la Maison des Morts. J'invite tous ceux qui n'ont pas vu la première partie à regarder la vidéo sur le chapitre 1. Comme ça ils vont pouvoir suivre. Et nous on est parti dans le chapitre 2. Je mise sur un des jumeaux, déclare Louis en me regardant. Tu prends toujours les paris, Toby? C'est l'heure du petit déjeuner, la cloche nous y ont convoqués dans un immense espace lambrissé qui était sans doute autrefois une salle de dessin, mais qui nous sert aujourd'hui de réfectoire. La cheminée en pierre sculptée n'est jamais allumée et les seules traces d'une occupation précédente du manoir s'incarnent dans une chaise longue plaquée contre le mur et recouverte d'un tissu en velours violet défraîchi. Le soleil perce momentanément les nuages qui s'amoncellent à l'extérieur et de la lumière se déverse par les grandes fenêtres, entraînant dans une curieuse farandole les grains de poussière qui flottent dans l'air. La caresse tiède du soleil me fait le plus grand bien, et tout en finissant mon thé, je me demande si Matrone et les infirmières ne versent pas aussi un narcotique dans les boissons de notre petit déjeuner, comme c'est le cas paraît-il dans les prisons, pour calmer les ardeurs sexuelles ou bagarreuses des détenus. Louis s'applique à manger un sandwich trop friable, qui macule son t-shirt, mais ne semble pas s'en préoccuper. Nous sommes tous seuls à notre table, celle qui est la nôtre depuis notre arrivée. Les nouvelles habitudes se prennent vite. Il y a 16 autres tables, mais seules 8 sont utilisées, chacune étant attribuée à un dortoir. Nous ne parlons plus trop avec les garçons des autres chambres, même si nous ne sommes plus que 25 en tout. Les filles, Harriet et Éléonore, sont assises seules au fond. Je ne sais pas vraiment quel âge elles ont, mais Éléonore semble encore jeune et Harriet, qui est un peu plus âgée, n'a rien d'excitant. Elle est boulotte et trop sérieuse, et sa bouche est déformée presque en permanence par une moue déplaisante. Elles se sont exclues d'elles-mêmes depuis le début, et la plupart du temps j'oublie qu'elles sont là. Ouais, tu mises sur lequel? Le truc c'est que j'arrive pas à les différencier. Celui qui est en train de faire le style de ne pas renifler, c'est Laurie ou Joe. En tout cas il est malade et il essaie de le cacher depuis des jours. Il s'agit des jumeaux de dortoir 7. Comme le nôtre, ce dernier comporte encore tous ses occupants. Et entre nous, une sorte de rivalité silencieuse est instaurée. Lequel se videra le moins vite? De tous les dortoirs, seul le numéro 7 m'intéresse. Je considère la table en face de la nôtre et me rends compte que Louis a raison. Un des deux garçons, aussi identique que dégingandé et boutonneux, s'essuie furtivement le nez du dos de la main. Il n'utilise pas de mouchoir, même s'il a des serviettes en papier sur les tables. Je l'observe. Difficile d'émettre un quelconque pronostic. Les symptômes peuvent être si différents. Ok, je prends le pari. 2 tours de vaisselle? Deal, acquiesce Louis en souriant. Je dirais même plus quitte ou double. Si celui-ci s'en va, l'autre sera le suivant. Pourquoi? Demande Will. Il s'assied à la table en posant devant lui un deuxième bol de céréales. Il a beau être minuscule, je n'ai jamais vu quelqu'un manger autant que lui. Parce qu'ils se connaissent? Enchaîne-t-il. Non, pour des raisons scientifiques, ils sont pareils. Si l'un est atteint, logique que l'autre le soit juste après. C'est génétique après tout. Oh, c'est vrai, approuve Will. Au fait, ajoute Louis. Sans plus de détours, il se lève, du pain collé au menton. Avant que je n'aie le temps de réagir, il se retourne à la table du dortoir 7, en train de sourire à Jack. Et merde, dis-je entre mes dents. Jack, lance Louis. Je me demandais si tu ne pouvais pas m'aider à résoudre un petit problème. Je suis en train de me faire des recherches sur l'endroit d'où on vient, et le temps qu'il nous a fallu pour arriver jusqu'ici. Au tout début, je voulais en déduire où on se trouvait exactement, mais comme on est à peu près fixé sur la question, maintenant je sens que ça va mal finir, commente Louis en regardant par-dessus ses lunettes. Je retiens un grognement. Oui, ces stupides collectes d'informations. Personne dans cette pièce ne vient de la même région, nous le savons tous. Alors pourquoi Louis a-t-il réellement soif de détails? D'où lui vient ce nouveau besoin de précision? La semaine passée, il s'est efforcé de rassembler autant de données que possible sur nous, ses co-détenus comme il nous appelle. Mais ça ne l'a amené à rien, car pour commencer, il n'a pas pris en compte le facteur du mensonge. Moi, par exemple, je lui ai menti. Je parie que les autres aussi. Personne n'a envie de parler de sa vie privée, celle d'avant. Certainement pas un garçon d'un autre dortoir. La camaraderie fébrile dont nous faisions preuve au début s'est évaporée. Les dortoirs s'apparentent désormais à des bandes, et chacun reste dans la sienne. Tu peux me dire en quoi ça te regarde, putain? Jack se lève avec lenteur. Il s'est exprimé sans hausser le ton car des infirmières se tiennent près du buffet, mais la menace qui plane dans l'air est palpable. Chacun a posé ses couverts et tourné la tête. J'ai pensé que ce serait intéressant de... Oui, le génie, le petit prodige, ne perçoit rien de la tension montante. Pourquoi tu n'irais pas juste te faire foutre? Articule Jack. Il a le même âge que moi, mais de nouvelles rumeurs à son sujet se répandent chaque jour à coups de hochements de tête et de murmures. Il était dans une maison de redressement, il a volé des voitures. J'accorde peu de crédit aux histoires extravagantes sur nos vies d'avant, que j'ai entendu raconter ici, mais le cas de Jack est différent. Il a des cicatrices aux doigts, et à notre arrivée ici, le dos de sa tête portait le symbole d'un gang rasé dans sa chevelure. Si on l'observe de près, on peut encore en deviner la forme dans ses cheveux qui ont repoussé. Je n'ai aucune intention de me mesurer à lui. Il n'a rien à voir avec Billy de ma classe de terminale.
Est-ce que Jack va lui mettre un coup de poing demande Will en me regardant. Le pire c'est qu'Ashley limite et braque sur moi des yeux suppliants. Si je veux conserver le respect que je leur inspire encore, j'ai pas le choix. Bon, je vais lui parler. Notre thé contient peut-être une drogue soporifique, mais je n'en perçois actuellement pas les effets. Les nerfs en pelote, je m'avance vers Jack et Louis. Je ne crains pas tant ce qui va se produire ici, bien que les infirmières ne se mêlent pas en général de notre histoire, il est peu probable qu'elles demeurent impassibles en cas de bagarre, que de ce qu'il adviendra plus tard. La correction que Billy n'a pas eu le temps de m'administrer, il n'est pas exclu que je la reçoive de Jack. Désolé, Jack, dis-je en adoptant un ton décontracté. Louis pensait pas à ce qu'il a dit. Je regarde alors ce dernier qui se tient entre nous, les cheveux en pétard, et poursuit. Va essuyer le pain collé à ton menton, t'as l'air d'un gland. On dirait plutôt qu'il vient d'en sucer un, ouais, reprend Jack. Sa tablesse m'a ricané et tous lèvent les yeux vers lui comme s'il était un dieu. Je m'efforce de sourire. Ouais, peut-être. Mais le pire, c'est que tout bien considéré, Jack n'a pas tort. Une traînée de pain est restée collée au menton de Louis. Ce dernier semble un peu contrarié et blessé, il s'essuie bien vite. C'est du pain, dit-il. Ferme-la et assieds-toi. Je lui ai crié dessus et Louis, choqué par mon ton, baisse la tête et revient d'un pas traînant vers Will et Ashley, se rendant finalement compte que tous les yeux sont rivés sur lui. Je regarde Jack, ne sachant pas trop comment poursuivre. Comme je te l'ai dit, je suis désolée. Puis je fais volte-face et m'éloigne. Bande d'attardés lance Jack dans mon dos. Non, Jack, pas des attardés. Ici, on est tous des déficients. Évidemment, je ne formule pas les pensées à haute voix. Je me contente de m'asseoir et de siroter mon thé en espérant que l'affaire soit close. Personne ne prononce un mot tandis que nous détaillons le dortoir 7 qui rassemble ses assiettes. Le plus jeune Daniel, un garçon potelé d'environ 11 ans, se chargeant de celle de Jack. Puis il se dirige vers la sortie, bien en arrière derrière leur chef, et renifle quand il passe devant moi, comme s'il pensait pouvoir tous m'impressionner comme Jack. Je ne leur prête pas attention. Une fois qu'ils sont passés, Louis redresse la tête. T'es pas obligé d'être d'accord avec lui, me dit-il, piqué au vif. Si il l'est, répond Ashley. Sous prétexte que t'es intelligent, tu crois que tu sais tout, mais non. Parfois, t'es carrément stupide. Il s'exprime avec suffisance, sans doute irrité contre Louis pour la façon dont il s'est moqué de sa prière, la veille au soir. Laissez tomber, dis-je. J'ai envie que le petit déjeuner se termine. En fait, j'aimerais être l'ami de Jack. Donc je l'apprécie, mais au moins nous avons le même âge. Si je me liais d'amitié avec lui, je n'aurais plus le sentiment d'être cantonné la plupart du temps à un fichu rôle de nounou. On aura peut-être du courrier aujourd'hui, dit Will. Ils ont dit que nos parents pouvaient nous écrire. On devrait recevoir leurs lettres maintenant, ça fait des semaines qu'on est ici. Peut-être qu'ils pourront nous rendre visite. Est-ce que tu veux toujours apprendre à jouer aux échecs lui demande alors Louis. Je peux te montrer si tu as envie. Louis lui sourit, oubliant momentanément le courrier. Je suis peut-être le chef du dortoir, mais il n'empêche que celui qui fascine Will, c'est Louis. Et même si leurs cerveaux se situent à des lustres l'un de l'autre, il est manifeste que Louis aime bien Will, lui aussi. À quoi pouvait ressembler la vie de Louis avant qu'il n'arrive ici ? En raison de son intelligence supérieure, il était toujours de plusieurs années plus jeune que ses camarades de classe. Ceux-ci ne pouvaient donc pas être de vrais amis. Il devait toujours un peu le traiter comme un phénomène de foire. Je soupçonne Louis d'avoir proposé les échecs à Will pour lui faire oublier les lettres, car celles-ci n'arriveront jamais, pas plus que nous ne recevons de visite. C'était clairement écrit sur le visage de ma mère quand elle hurlait mon prénom, alors qu'il m'obligeait à monter dans la camionnette. De cette façon, personne ne saura quand ça arrivera. C'est plus propre, du moins pour nos familles. Voilà comment s'achève le chapitre et c'est toujours pas très gai. Écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Donc maintenant on a vu qu'il y avait d'autres chambres, donc dortoir numéro 7 qui apparemment va être important. Il y a aussi 2 filles qui ont fait leur apparition. En fait, moi ça me fait toujours penser pour l'instant au labyrinthe puisqu'il y a une bande de garçons mais que 2 filles. Et en même temps ils ont dit un truc intéressant tout à l'heure. Oui, il a dit non Jack, pas des attardés, ici on est tous des déficients. Les déficients, cette fois-ci, ça m'avait pensé au film Divergent. Donc on est toujours un petit peu dans ce genre un peu futuriste et en même temps un peu maladif. Alors moi je me demande si on est dans un hôpital et qu'en fait ils ne vont tout simplement pas bien et s'inventent une vie un peu plus attrayante ou avec une matrone qui leur voudrait du mal, des infirmières qui les amèneraient à l'étage d'en haut, ou si ce lieu cache vraiment quelque chose. Voilà, je me demande pour l'instant qu'est-ce qu'il en est. Eh bien écoutez, j'espère que ce chapitre 2 vous a plu. N'hésitez pas à me laisser ce que vous avez pensé en commentaire, et bien sûr aussi aimer la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner surtout si vous voulez savoir la suite. Voilà, et bien écoutez, moi je vous laisse, et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne matinée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Salut à tous!